Alors Eric, tout est prêt pour ce soir à Noyon? Bonjour Marc, ouais, bonsoir même, tout est vraiment prêt à Noyon. J'ai hâte de découvrir le public de Noyon après avoir déjà fait 10 villes. C'est vraiment le fun de partager ça avec tout le monde et bon, on attend à peu près, on sera pas loin de 35-36 personnes pour cette conférence. Alors comment ça se passe cette tournée depuis que tu es arrivé en France? Alors, je suis venu ici en octobre, bien évidemment, je suis déjà venu en mai et juin dernier. Il y a eu 37 dates, là il y en aura 47 cumulées, donc je terminerai le 15 décembre prochain et ça se passe magnifiquement bien. Il suffit de voir simplement les retours des conférences qui ont été faites en mai et juin, puis les derniers retours que j'ai pu obtenir par le biais de témoignages, ce qui s'échange évidemment via les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir, encore une fois, vraiment immense de pouvoir faire vivre ça à toutes ces personnes, parce qu'on ne peut pas raconter, tout simplement, on peut pas raconter ça d'extérieur, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment être imprégné pour pouvoir effectivement dire « Ah, il s'est passé quelque chose de magique ». Alors dernière question, est-ce que tu te prépares avant une séance comme ça? J'ai pas de préparation particulière à part la partie administrative, faire les démarches habituelles de préparer pour ne rien oublier de ce côté-là, les papiers, faire le pointage des gens qui vont arriver tout simplement. Mais il n'y a pas de préparation, non, j'ai la chance de ne pas me préparer, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de protection X, Y ou Z. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai jamais été menacé ou j'ai jamais ressenti une agressivité ou une agression particulière d'un esprit alors que je fais des contacts des femmes depuis maintenant 5 ans, il y en a eu plus de 21 000 d'effectués. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence. Vous êtes la 11e en fait à aujourd'hui, depuis donc, le mois d'octobre que ça a démarré. Ça a démarré le 28-29, je ne sais plus, et ça va se terminer le 15 décembre prochain. Je terminerai par la date où sera à Versailles. Après, dans l'intervalle, je vais me balader de ville en ville. J'ai fini la séquence où j'étais en Belgique. J'ai fait Liège, Namur, Mons, pour ne citer que ces villes-là. Et donc l'idée de cette conférence, ça va plutôt être un moment d'échange, de partage, parce que conférencier, ça veut simplement dire que le mec qui va vous parler, il maîtrise tout ce qui lui arrive. Ben, c'est carrément pas le cas. C'est-à-dire que je suis, comme je le dis régulièrement, quand j'entame une partie d'échange ou une séquence comme celle-ci, en fait, je suis le seul expert qui va vous parler de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, parce que je ne comprends pas comment ma capacité fonctionne. Mais par contre, les faits sont là. Mais en préparant justement cette conférence, échange, je veux dire générique, conférence, mais vous m'aurez compris que c'est plus un échange, un partage. En fait, ce que je voulais vous partager au départ, c'est mon vécu. C'est-à-dire que je suis, donc j'ai 54 ans depuis peu, je réside au Panama depuis maintenant 1 an et demi. Avant, j'ai résidé 4 ans et demi au Canada et j'étais, donc je suis français, et j'ai habité Strasbourg pendant des années, un papa gendarme, on a un peu bourlingué, et je ne suis pas né médium, c'est-à-dire que tout ce qui va m'arriver d'essentiel et qui m'amène devant vous aujourd'hui m'est arrivé en 2018, mais avant d'arriver en 2018, pour préparer ces moments-là, mon arrière-grand-père m'a fait penser à un vécu qui a été le mien, que j'avais complètement occulté avec l'âge, on perd la mémoire, ou on ne focalise pas sur des choses, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père m'a dit « Eric, je vais quand même te dire que le phénomène paranormal, tu y as été confronté. » Et là, il va me refaire l'historique que je vais vous faire rapidement, en fait, de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à l'âge de... Donc, mes parents sont de la région, en Picardie. Mon papa était gendarme à Senlis, Piquigny, Fixecourt, Péronne, pour situer. Et puis, donc, mes parents ont acheté une petite fermette qu'ils retapent dans les années 1970 à Temple-la-Fosse, à côté de Roiselle. Ça, c'est pour vous situer. J'en parle parce que vous êtes du secteur ou pas loin, en tout cas. Et donc, moi, je dors avec, à ce moment-là, on y va les week-ends, les vacances scolaires. Mon père retape la maison. C'est un ancien électricien, il a fait des choses dans le bâtiment avant d'être gendarme. On est dans les années 68 quand il était avant d'être gendarme. Et donc en fait, on va avec mon frère, on dort dans une chambre et puis la maison a un grenier qui fait toute la surface de cette même maison. Et bien tous les soirs à 22h30 et 23h, on entendait des bruits de pas, toujours dans la chambre dans laquelle je dormais avec mon frère. Ces bruits des pas étaient distincts, c'est-à-dire on entendait marcher, mais aussi comme quelqu'un qui pouvait boiter. Alors, en même temps, je marche, je boite. Et puis donc mon père et moi-même, avec mon frère, accompagné de mon frère, on va chercher à plusieurs reprises à monter dans le grenier, dans ces heures à 22h30, 23h. Eh bien, en fait, on n'a jamais rien trouvé. Et c'est un phénomène qui continue à durer, puisque ma petite sœur, qui est allée en vacances chez mes parents il y a à peu près 2 ans, grosso modo, elle réside, elle aussi, à Strasbourg, eh bien en fait elle a remarqué, elle a dormi dans la chambre que nous occupions mon frère et moi quand on était plus jeunes, et le phénomène 45 ans plus tard existe toujours au même moment et 22h30, 23h, et aux mêmes endroits situés dans la chambre. Bien évidemment, on a occulté tout risque de tuyauterie qui claque, de défaillance électrique, je ne sais pas quoi. Toujours est-il que mon père, c'est lui qui a fait des installations, donc il sait ce qui passe à cet endroit-là. Rien ne passe, mais ce bruit, 50 ans plus tard ou presque, continue aujourd'hui à exister.
On va arriver dans les années... Alors, je suis né en 1970, arrive 1985-86. J'ai une vie d'ado, de ce qui est plus traditionnel et normal. Mais pour ceux qui sont de ma génération, vous savez qu'en 1985-86, on n'a pas Internet. Donc, on ne va pas scroller, on ne va pas Netflixer, on ne va pas sur Facebook, on ne va rien faire tout ça. Donc, on n'a pas école le mercredi, en tout cas à l'académie, à ce moment-là, c'était comme ça. Donc, avec Vincent, un copain, on habite Strasbourg. Mon père commande l'unité de Strasbourg, la brigade territoriale, ce qu'ils appellent l'ABT. Et donc, on est logé à l'extérieur. Et puis, avec Vincent, on va faire du sport le mardi soir, on va faire du foot, du vélo, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, un soir, on va décider d'avoir une bonne idée. On va décider d'aller dans sa cave et on va installer avec des lettres de Scrabble. On va jouer au Ouija, vous savez, ce fameux jeu où il semblerait qu'on puisse parler à des esprits. Donc, on va le faire à l'arrache, on va pas se mentir, on va disposer des lettres, de façon Scrabble, on va prendre un verre. Et puis, là, il est clair qu'on va constater qu'on a effectivement des présences. Et puis, à tel point qu'à un moment donné, on va jouer de manière un peu plus confortable. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas Amazon pour autant. Et donc, il y a quelqu'un un libraire qui est pas loin, qui va, ce jour-là, on va voir qu'il vend une revue avec une table Ouija, un petit peu aménagée en carton, je vous la fais simple. Et puis, on va acheter ça. Donc, on va avoir cette vraie table Ouija, pour le coup, avec tous les symboles et tout. Et un mardi soir, habituellement, ça se passe super bien, il y a un mardi qui ne va pas ressembler à d'autres mardis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une entité qui vient sur la table, qui vient nous menacer, qui va nous mettre en défi, qui va commencer à dire vous allez mourir, enfin vous voyez, ce genre de choses. Et puis nous, on aura peut-être un mauvais réflexe, Vincent et moi, pour rien vous cacher, parce que ça je ne le précisais pas à chaque fois, on va tout simplement décider, maladroitement ou pas, par peur ou je ne sais quoi, on est ado, on ne réfléchit pas de menacer cette entité en disant on va te faire foutre, et ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez ce que ça peut vouloir dire. Donc nous, on s'arrête là, mais on a quand même la trouille, parce que c'était quand même costaud. Donc on décide, le soir même, on rentre chez nous, le mercredi se passe, on ne va pas à l'école, jeudi, je vais à l'école en vélo. Et en allant à l'école en vélo, j'ai un parcours à Senlis, c'est un cerf en fait, c'est là, il y a un rond-point avec un cerf, et puis il est très dangereux, donc j'ai pour habitude de passer de trottoir en trottoir, c'est-à-dire il y a feu, tricolore, il passe au vert, je passe, tricolore, je passe, etc. Et bien à un moment donné, arrivé sur une rue, je suis arrivé sur le trottoir, le feu est passé au vert, et donc je m'arrête, bien évidemment, je me mets à peu près à 20 cm du bord, je mets un pied à terre, évidemment, je suis en vélo, et puis je serre les deux freins, je fais toujours ça, puis les véhicules, allez, vas-y, hop, là, ça part, on est vert. Mais là, il va se passer un truc, c'est-à-dire qu'on va soulever ma anse, en fait, de cartable, et on va me projeter, à tel point que le vélo va vraiment, la roue du vélo va s'arrêter, si vous voulez, au bord. On a fait 20 cm, alors moi, je fais ça avec ma jambe, parce que, je me retourne, je pense même qu'il y a quelqu'un qui me fait une mauvaise blague, il n'y a rien de ça. Je cours comme un malade, façon de parler, je pédale comme un malade pour arriver au lycée. Je veux voir Vincent, je dis Vincent, j'ai quelque chose à dire. Lui il dit moi aussi, avant que les cours ne commencent, on est en plein mois de mai. Et en fait, il porte un col roulé, je ne comprends pas pourquoi, en plein mois de mai. En fait, il va baisser son col roulé avant que j'aie dit quoi que ce soit. Il a des marques de strangulation qui se sont faites dans la nuit. Donc ça veut dire que moi j'ai été menacé et lui a été menacé également de la même manière. On va tout arrêter. On va pas non plus s'exposer bêtement. Et donc ça, c'est la première touche pas sympa du tout. Mais il va se passer une autre chose, c'est-à-dire que là, j'aurai 18 ans, 19 ans à peu près. Mon papa est en fonction, là, toujours à Senlis. Ils font ce qu'on appelle, les gendarmes font ce qu'on appelle à l'époque, 1988-89, des patrouilles de nuit. C'est-à-dire que la brigade territoriale du coin, il y a des unités qui sont tous les soirs, sortent, donc pour nous protéger. Et mon père viendra, comme il le fait chaque soir, avec ou sans patrouille de nuit programmée, nous saluer, nous dire au revoir. Et puis, je vais lui dire au cours, alors que mon papa m'embrasse pour dire au revoir, parce qu'il va aller travailler évidemment, je vais lui dire papa, fais gaffe, s'il te plaît, je suis en panique, je vais lui dire papa, tu vas être appelé à intervenir en fin de soirée. Je vais te demander de tourner de nuit. Il part à 22h30, il rentre habituellement à 2h du matin. J'ai dit, écoute, à la fin de cette patrouille, tu vas être appelé à intervenir. Je te demande de ne pas le faire le premier. Ne sois pas le premier sur la zone, s'il te plaît. Je suis en panique. Et mon père, j'ai la chance qu'il est ouvert d'esprit, il va m'écouter. Et en fait, je vais découvrir le lendemain matin au réveil qu'il m'attend dans la cuisine. C'est pas le genre parce qu'il s'est couché forcément très tard par rapport à mon lever. Et puis, il est en train de boire son café. Au moment où je m'en vais lui dire bonjour, il va me prendre dans ses bras, il va fondre en larmes, il va s'effondrer. Et en fait, il va me raconter la chose suivante, c'est qu'effectivement, à 1h du matin, la patrouille se terminant à 2h, ils sont appelés par le COG, Centre opérationnel de la Gendarmerie nationale, qui a une alarme silencieuse qui s'est déclenchée dans une mairie du coin.
Ils sont pas loin. Le premier véhicule, il y en a 2 qui sont localisés. Il y a 2 véhicules de gendarmes, la patrouille de mon père et le peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG de la gendarmerie. Et puis mon père est matériellement, géographiquement, le premier sur zone, techniquement, sauf qu'il va demander à son gendarme de freiner. C'est-à-dire qu'il va en mettre le gyro, évidemment, mais il va dire au gendarme Goudement, que je connais bien, Michel, qui est en retraite aujourd'hui, bien évidemment, je vais simplement mon père va dire tu n'y vas pas à fond. Il ne comprend pas, le gendarme, mais comme mon père est le patron de l'unité ce soir-là, il lui demande de faire ça. Donc mon père arrive en 2e position sur les lieux, et alors qu'ils descendent de leur véhicule de gendarmerie, ils entendent des coups de feu, 2. Et en fait, mon père et son collègue vont débouler armes au poing. Ils vont découvrir quoi? Qu'en fait, le malfaiteur est tombé nez à nez avec le gendarme du PSIG, et le malfaiteur est armé. Et lui, il a fait feu. Il a blessé gravement ce gendarme, qui s'en sortira comme par miracle. Il aura 2 balles. Ce qui va sauver ce gendarme, c'est que c'est une armoire à glace. Donc il n'a pas perdu son sang aussi rapidement que le gabarit de mon père, qui était lui plus petit. Vous me voyez moi, il est un peu plus grand, point, ça s'arrête là. Et c'est ce qui sauvera certainement l'information et certainement sauver la vie de mon père. Je ne peux que le supposer au regard de ce qui venait de se passer. Ce sera la seule fois où je donne une telle information à quelqu'un, en tout cas qui a acté le lendemain au regard de ce que je viens de vous dire. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient, je l'ai entendu, mon père m'a fait confiance, la suite, je vous l'ai expliqué. Vers la vingtaine, la vie normale de chacun, c'est-à-dire université, je rencontre quelqu'un, on va se marier, la maison, le chien, on va monter une entreprise, tout ça, voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est le déroulé traditionnel de notre vie. Je vais monter une entreprise. Alors avant ça, je vais travailler dans les assurances, GAN pour pas citer notamment, mais pas que, AXA aussi. Je vais travailler également chez Aquasom, Culligan, si vous connaissez, les adoucisseurs d'eau. Donc voilà, je cartonne, puis à un moment donné, j'ai envie de monter ma boîte, je vais le faire. Et c'est sur une idée de ma femme, on va déménager à Strasbourg à ce moment-là par choix, je vous passe les détails. Et puis c'est à partir de là que ma femme m'a dit ce serait bien qu'on monte un réseau de franchise dans la Poste de Fauzon, ce qu'on va faire, j'y connais rien, mais je vais le développer commercialement. Et on aura 120 personnes en responsabilité sur 4 années. On sera présent dans 120 unités de franchise. Et puis en 4 ans, on sera à la tête d'un réseau qui aura fait plus de 800 000 rendez-vous clients et qui aura généré un chiffre d'affaires. Le groupe aura généré un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Donc vous voyez, voilà, j'ai une vie très chargée, bien occupée. Et puis on va commencer à commercialiser aussi des produits en direction des professionnels de l'ongle, c'est-à-dire celles qui vous font les poses d'ongles. Donc je vais le faire, on va commencer en Suisse, en France et jusqu'au Canada. Et voilà, vous allez voir pourquoi je vous parle du Canada. Et donc on a cette vie bien chargée, bien remplie, et arrive, donc ça c'est 2007, on a fait construire notre maison en 2006, et puis à côté de Strasbourg, à 40 km au sud de Strasbourg, et puis la vie suit son cours, mais en 2015 on va être frappé, comme beaucoup de familles, pour la première fois, on sera frappé par la maladie. Mon beau-père, le papa de mon épouse évidemment, est en train de tomber malade. Il a chopé un cancer des voies biliaires, donc là la maladie s'invite dans notre domicile, comme elle a pu malheureusement s'inviter chez vous, et c'est malheureux de dire ça, mais normal, statistiquement, c'est comme ça. Donc voilà, et puis mes beaux-parents ont fini de faire construire une maison non loin de chez nous. On habite ce qu'on appelle le piémont des Vosges, c'est-à-dire au pied des Vosges, donc on est carrément posé sur le granit, on est à bord de montagne. Et puis en 2016, on va commencer, en fin d'année 2016, à avoir des choses un peu bizarres dans la maison, qu'on a fait construire quelques années auparavant. On va commencer à avoir des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, mais doucement. C'est un courant d'air, comme je le dis souvent, vous savez ce que ça fait, ça fait clac, la porte, voilà. Là, on est fin d'année, donc c'est octobre-novembre, on n'a pas laissé des courants d'air, il n'y a pas de porte ouverte, c'est l'automne. Et puis on a une porte qui se ferme doucement, comme ça, puis qui arrive au bout de course, là, pouf, elle se claque. Mais alors ça fait dans l'autre sens, ça c'est tout de suite plus drôle, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir et puis elle va partir dans l'autre sens, alors pas forcément la même porte, mais là c'est perturbant, vous voyez ce que vous voyez, donc là on sait qu'on touche à quelque chose de bizarroïde, on n'en fera rien, et puis quelques semaines plus tard, je suis en train de discuter avec mon épouse dans notre salon, un vendredi soir, on est en train de prendre l'apéritif, comme on peut être amené à le faire tous autant qu'on est, le week-end. Et bien là, c'est pas compliqué, vous avez des étagères chez vous, j'ai des étagères chez moi, on est en train de discuter avec mon épouse et des choses sont projetées, pouf. C'est-à-dire c'est projeté, c'est-à-dire c'est pas, ça tombe pas du bord et non, c'est projeté, rien ne sera cassé, comme par magie. Mais là on sait que là il se passe un truc, quoi on sait pas trop, mais il y a un truc qui se passe, on sait pas quoi en faire avec ça non plus, donc on va pas plus loin, mais comme visiblement on n'y répond pas à ce qui se passe, eh bien, en février 2017, premier contact paranormal.
Majeur, c'est-à-dire qu'on est en train de dormir à l'étage, au rez-de-chaussée on a un salon, dans votre salon, dans le mien, il y a une télé, on a des barres de son. À l'époque, j'ai un démodulateur TPS, pour ceux qui connaissent, je parle de l'époque, aujourd'hui je ne sais pas comment c'est. Eh bien tout ça, les 4 enceintes, la télé, le TPS sont allumés sur une chaîne musicale des années 80 au son le plus élevé que les enceintes peuvent donner, 4 heures du mat. J'ai des frissons, je monte le son, bah non, c'est 5 heures du mat pour la chanson, là j'ai la trouille. J'ai vraiment la trouille. Je descends avec mon épouse, là on sait que... Puis il y a le son, hein, ça vient vous chercher, hein, c'est à 4 h du matin. Voilà, si vous n'êtes pas en discothèque, ça surprend hein, dans la chambre comme ça. Et en fait, je vais me diriger vers le salon et je vais sentir une force, mais incroyable, que ma femme va ressentir aussi. Là, je sais qu'il y a quelque chose. Là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un où il y a des trucs. Je ne sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que c'est électromagnétique, c'est lourd, c'est lourd. J'ai les poils qui s'hérissent, mes cheveux qui s'hérissent. C'est pas des blagues, hein. J'ai les cheveux courts, hein, certes, fils de militaire, donc toujours court. Eh bien, je peux vous assurer que tout ça est en train de s'hérisser. C'est électrique, hein, tu le sens. Hein. Et je pense même que je vais me faire attaquer, vous savez, à la manière d'un Paranormal Activity. Tu sais, un mec qui va te choper comme ça, et puis je le fais souvent pour déconner. Salut, tu vois, bah non, pas salut, tu me veux quoi? J'ai vraiment peur. Je vais éteindre la télé. Là, je plaisante, mais à l'époque, je plaisantais pas du tout, j'avais peur. Et je lui dis, bon, bah, on va prendre les choses en main. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain matin, je conduis notre petite fille à l'école, qui a 5 ans, Noémie. Et puis je vais monter dans mon grenier. Et comme je suis fils de militaire, on est amené à beaucoup bouger. Hein. On a fait 18 déménagements, donc je peux vous en parler. Donc j'ai conservé des cartons, je suis conservateur. Et puis dans l'un de ces cartons, dans mon grenier, je vais retrouver cette fameuse table Ouija que j'avais gardée avec Vincent. Et donc je vais la descendre, je vais la nettoyer. Alors elle est dans un état bof, mais je vais m'en servir. Et donc là j'installe la table Ouija sur la table de mon salon. Alors on est février 2017, je suis à côté d'une baie vitrée. J'ai posé la table, j'ai appelé ma femme, j'ai dit écoute viens on va toucher le palais, vous savez c'est ce fameux rond donc qu'on a. Et je vais prendre une feuille, un papier et un crayon parce qu'on sait que des lettres vont faire des mots vont faire des phrases. Et là je vais faire, mais vraiment de manière très ironique un peu pour décompresser parce que l'atmosphère est lourde dans ma tête en tout cas. Je vais faire, on touche le palais, ma femme et moi, et je vais faire « Esprit, es-tu là ?» C'est le qui va faire la différence, parce que là, je suis en train de me marrer, mais dans ma tête, hein, virtuellement, parce que je me demande sur quoi je vais. Et en fait, le palais va commencer à partir, mais il part dans la seconde. Quand je vous dis dans la seconde, ou dans les 2 secondes qui suivent, il ne va pas partir genre « Excusez-moi, j'hésite. » Non, il fait... Et ça va à une vitesse grand V, si je puis dire, à tel point qu'on a du mal à suivre au départ ce qui va être indiqué au niveau des lettres. Et là, ça va marquer ce qui suit. Donc, il y a des choses qui vous ont marqué dans votre vie. Ben, ça a marqué la nôtre, ma femme et moi. Et là, ça va marquer en toutes lettres. Bonjour les enfants. Pardon de vous avoir fait peur. Eric, tu ne me connais pas. Je m'appelle Antoine Bachelard. Moi, là, il se passe quoi? Et là, lui, il continue. Le silence que vous avez fait, j'ai fait le même. Hein. C'est pas compliqué, j'ai fait à l'identique. Et là, il va dire, les enfants, il va commencer par s'identifier, excusez-moi. Il va dire, j'ai été porion dans une mine de charbon, ça veut dire contremaître. Il gérait des équipes en qualité de mineur. J'étais marié à Marthe. J'ai eu 2 enfants. L'une d'elles est décédée jeune, à 17 ans. Et il me donne d'autres détails. Et à un moment donné, je lâche le palais et je dis, stop, monsieur Bachelard, stop, temps mort. Je vais directement, je me saisis de mon téléphone, je mets un kit oreillette, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est le réflexe que j'ai, je faisais toujours ça parce que je passais beaucoup d'appels, donc c'est un réflexe. Et donc je vais donc téléphoner à ma maman qui, elle, réside en Picardie, dans cette fameuse maison que mes parents ont retapée à côté de Péronne-Templeux-la-Fosse. Moi, je suis à côté de Strasbourg. Et par chance, elle décroche, elle est à 500 km, et je lui dis, écoute maman, me pose pas 1000 questions, tu peux me parler de quelqu'un qui s'appelle Antoine Bachelard? Oh, bah c'est ton arrière-grand-père. Il est décédé en 1954. Moi, je suis né en 70. Ah, bah j'ai dit, tu peux me dire ce qu'il a fait dans sa vie? Bah, il était porion dans une mine de charbon, il a été marié à Marthe, il a eu 2 enfants. Bref, vous l'aurez compris, elle me valide tout ce qu'il me donne. Tout ce qu'il m'a donné, c'est validé. Elle me précise d'autres choses. Et donc, à un moment donné, je lui dis, merci maman, merci des informations, je vais te laisser, je ne vais jamais expliquer le pourquoi du comment du truc. Et je lui dis, écoute, il faut que je te laisse. Elle me dit, attends, avant de raccrocher, Eric, tout le monde l'appelait Pépé Tony dans la famille. Pépé Tony dans la famille. Bon, je prends l'info. Et puis, moi, je vais faire un truc, c'est-à-dire que je vais rejoindre ma femme en marchant, mais ma femme, en attendant mon retour, à côté de la table, elle posait la main comme ça sur la table, et puis machinalement, son doigt touchait, enfin sa main touchait le palais, mais alors, même pas calculé. Et là, le palais part seul, avant même que je me rende à la table, j'ai une petite oreillette, ma femme n'a rien entendu. Là, ça va marquer en toutes lettres, toi aussi, tu peux m'appeler Pépé Tony.
tuer de la famille. Bah là, c'est 2-0 encore une fois. Là, on passe à 1, à 2-0. Là, je suis mené à domicile. Et là, il me dit, les enfants, je viens de là où je suis parce que Isabelle, ton épouse, est malade. Oui. À ce moment-là, mon épouse est malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosse fatigue générale, personne ne comprend. Les analyses médicales qui sont faites ne donnent absolument rien. Et il me dit, il faut rechercher au niveau cardiaque, s'il vous plaît. Et débrouille-toi. Il ajoute derrière, débrouille-toi. C'est cardiaque. Mais les médecins, à ce moment-là, cherchaient dans leur exploration du côté du foie, des intestins, par là, et de la vésicule biliaire. Pourquoi? Un cancer de la vésicule biliaire, oui, c'est ça, pas de la vésicule, mais du côté du foie, je ne sais plus, ça vient de m'échapper à l'instant. Et donc, des voies biliaires. Voilà, chercher, c'était des voies biliaires, pardon. Et donc, à un moment donné, comme par hasard, on avait rendez-vous avec le corps médical dans les jours qui suivaient. Donc, on arrive à l'hôpital de Célestat. Et bien sûr, on rencontre l'équipe médicale qui nous dit, bah, écoutez, dans les recherches que nous on fait, on ne trouve pas. Donc, ça confirme ce qu'on m'a dit. Donc, je vais le dire, je prends la main, si je puis dire, façon de parler, il n'y a pas d'arrogance. Je vais simplement dire, écoutez, est-ce que vous auriez la possibilité, messieurs, de chercher au niveau cardiaque? Réponse des médecins. Pourquoi? Moi, réponse, pourquoi pas? Je ne vais pas leur dire, les gars, il y a un gars là-haut qui m'a dit que, comme je dis souvent, je veux sortir de l'hôpital, je ne veux pas y rentrer. Avec des... non, j'ai pas envie. Alors ils vont quand même, devant notre insistance, et de toute manière on n'a rien à perdre puisqu'ils ne trouvent rien, ils vont quand même interférer à notre demande, si je puis dire. Et on va découvrir quoi? En fait, que ma femme, effectivement, est malade et on a trouvé l'origine de son mal. Et le mal, en fait, c'est quelque chose qui est provoqué par un gaz incolore inodore, mais qui est une véritable saloperie, qui s'appelle le radon. Le radon, c'est un gaz, on vit au pied des montagnes, en fait, et quand le granit se désagrège de la montagne, il y a 3 types de granit, on était dessus depuis 18 ans. Nous, il y a des failles sismiques, tout simplement en Alsace, c'est éprouvé, Fessenheim, si ça vous parle, on n'était pas loin. Eh bien, il faut savoir que dans des failles sismiques, ça fait que le granit, il fait ça, et puis il libère un gaz qui s'appelle le radon. Le radon a 3 causes de décès possibles. La première, et c'est aujourd'hui documenté, encore une fois, il va provoquer 20% des cancers des gens qui résident en montagne. 20% des gens qui résident là où il y a du granit vont avoir un cancer du fumeur, même s'ils n'ont jamais fumé. C'est pas moi qui le dis, c'est documenté. La deuxième cause, c'est qu'il y a un déchaussement des dents. Ah bah tu m'étonnes, ma femme, depuis des mois et des mois, ses dents se déchaussaient sans raison. Donc c'était l'un des méfaits en fait du radon. Et la troisième chose qui se passait, et c'est là où ma femme est touchée, c'est que ça va fatiguer le cœur. C'est-à-dire que les impulsions électriques du cœur sont comme avec une batterie, ça va de moins en moins bien, à tel point qu'il lui restait entre 6 et 8 mois à vivre. Donc forcément, quand on va découvrir ça, vous nous confirmez ce que avait pressenti Pepe Tony, mon guide, la personne qui, en tout cas, qui est venue vers nous. On va vouloir retourner sur la table Ouija, bien évidemment. On va vouloir le remercier, c'est la moindre des choses. Merci Pépé. Puis là, on va essayer de rentrer en contact avec lui matin, midi, soir, comme j'ai l'habitude de dire. Ça marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Mais rien. Alors je vais rentrer en contact avec lui aussi. Je vais être honnête jusqu'au bout avec vous. Je suis chef d'entreprise. J'aurais aimé qu'on me guide, tu vois. C'est quoi la meilleure stratégie? À droite, à gauche, je suis quoi? Franchement, si je ne l'aurais pas fait, ce serait moyen de ma part. Donc j'essaye, il n'y a rien qui bouge. On sera hébergé chez mes beaux-parents qui ont fini de faire construire leur maison dont je parlais tout à l'heure, qui est à 10 km de là, donc il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de granit. Et donc en fait, ma femme se rétablit, donc on a une bonne nouvelle en ce début d'année 2018, en février 2018, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'en juin, la société qui est la mienne, j'ai 800 clients petits, moyens et gros sur différents continents, Canada, Suisse, Europe, etc. Pas compliqué, il n'y a plus rien qui se passe. Quand je vous dis il n'y a plus rien, sur les 3 dernières semaines du mois d'octobre, je vais faire 50 € de chiffre d'affaires par semaine quand j'en faisais des milliers. Je n'ai pas un coup de fil, j'ai que dalle. Et je pense même qu'on a coupé ma ligne téléphonique, tout est payé, mais je pense qu'il y a un problème technique, je vais faire refaire mon site internet, je vais prendre les... Il n'y a rien qui fonctionne. Mais quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien. Même les projets que nous avions, tout s'effondre. Ça, c'est à partir de juin. Au mois d'août, septembre, j'ai plus les dates précises en tête, mais c'est un peu par là. Mon frère fera un double infarctus, il sera mort 2 fois. Il va s'en sortir cette fois-là par miracle et par magie. Et puis, moi, je vais pas bien psychologiquement. Les huissiers, à octobre-novembre, ils viennent taper à la porte. Ta société, elle ne tourne pas, t'as pas le choix. Je postule, je précise, je vais pas du tout me laisser abattre. Donc, je vais postuler dès le mois d'octobre, septembre même. Je vais envoyer 120 et quelques CV, il n'y a pas une seule réponse. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas une réponse, il n'y en a pas une. Je suis ingénieur commercial, juste en validation des acquis par l'expérience. Donc ça ne fonctionne pas. Et le 30 décembre 2017, cerise sur le gâteau, si je puis dire,
mon beau-père décède de son cancer des voies biliaires, en fait, le 30 décembre. Donc, inutile de vous dire qu'on va super pas bien. Une année 2017 qui commence bien, mais qui finit, franchement, on va se dire les choses, hein, c'est une année. Et donc, voilà, comme ça peut toucher beaucoup de familles, malheureusement. Et 2018 arrive. Et puis, je suis hébergé donc, chez ma belle-mère, encore une fois. Je fais face aux huissiers, je me débrouille comme je peux. Et puis, à un moment donné, je fais une balade avec mon chien, qui sera toujours la même depuis des mois, des semaines. C'est la même balade, parce que voilà, même circuit. Puis, j'arrive à un stop de ce circuit. Et j'entends une voix qui me dit, bon, Eric, en 1, tu fais ça, en 2, tu fais ça, en 3, tu fais ça. Je rentre chez moi et à la manière d'un Danny Boone, je vais faire ça. Comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien. J'entends des voix. Je dis ça à ma femme, je dis ça à ma belle-mère. Je rigole parce que je pense que je deviens schizo, que je fais une méchante dépression et là, ça va plus bien du tout. Mais en fait, non, parce que le lendemain matin, même chien, même balade, même endroit, même voix, qui me dit « Non, t'es pas fou. » Bon, ça, tu me rassures pas. Simplement, c'est que c'est la même voix. Non, elle me dit « Ce que tu sais pas encore, c'est qu'à partir du mois d'octobre 2018, tu iras vivre au Canada. En juin 2018, tu vas vendre ta maison. En avril, tu vas trouver un travail et tout va s'arranger. » Mais j'y suis pas encore, je suis en février. J'espère que je me trompe pas, j'espère que cette voix me guide pour de vrai. Parce que je vais découvrir, ça va faire check, check et check. Mais j'entends parallèlement une voix qui va me dire, cette même voix va me dire, Eric, on a besoin de toi. On veut que tu aides les gens. Alors moi, je dis tout de suite, encore une fois, très honnêtement, je gagne ma vie, à part sur ce phénomène-là de société qui ne fonctionne plus. J'ai à mon grand-père, parce qu'il me dit, c'est moi qui vais te guider. Je ne comprends pas pourquoi lui, mais je le saurai après. Il me dit, j'ai dit, Pépé Tony, si c'est pour me faire mettre dans un monastère, un couvent avec comme ça toute la journée, on oublie. Moi, j'ai une petite fille, j'ai une vie. Mais il me dit, non, on sait très bien que sur Terre, il n'y a qu'un seul Dieu qui met tout le monde d'accord, c'est le Dieu argent. On le sait, on tue pour lui, encore une fois, on le vénère, on se prostitue, enfin, toutes les choses qui font que. Et il me dit, non, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, on sait que sur Terre, ça fonctionne comme ça. Et ça va commencer subtilement. Le premier truc bizarre qui va m'arriver, c'est que j'ai donc ma meilleure amie qui réside au Canada, qui vient de perdre sa marraine. Et elle m'appelle pour me dire en visioconférence, tu sais Eric, je suis triste, évidemment, elle pleure, elle me dit je viens de perdre l'un des miens, elle me donne le prénom machinalement dans la conversation, ma marraine, un tel, Nathalie, je vais dire Nathalie, parce que voilà. Et là je dis, oh Nathalie, elle a fait ça dans sa vie, elle est morte comme ça, elle est morte de cette maladie, puis elle a été comme ci, comme ça, il y avait ça comme rapport avec toi. Elle me dit, mais t'es en toute bonne québécoise, elle va me dire, mais tu me niaises, c'est quoi ce délire? Eh bien, tout ce que j'ai dit de Nathalie était la stricte vérité sans la connaître. Nathalie est venue me parler. Je n'avais pas compris. Et puis, ça va recommencer. Je viens de trouver un travail, ça va recommencer de plus en plus. Je viens de trouver un travail, et puis ça ne va pas être compliqué. En trouvant ce travail, je rentre dans l'établissement que j'ai été formé à Paris pendant une semaine. J'ai la directrice adjointe qui est là, qui discute avec des équipes. Et j'ai une voix qui vient me chercher, je rentre, juste. Et là, j'entends, je veux lui parler à Coralie, je veux lui parler. C'est-à-dire, oui, je veux parler à ma fille. Tu veux parler à ta fille? Oui, puis non, j'ai dit non, on est au boulot là, puis elle ne me connaît pas, je viens de débouler dans la boîte. Non, il me dit je te préviens, et la voix me dit je ne vais pas te lâcher, elle va faire ça, cette voix va faire ça, je veux parler à ma fille, je veux parler à ma fille, je veux parler à ma fille, je veux parler à ma fille. Ouais, ça va, c'est bon, tu veux parler à ta fille, j'ai compris. Mais sauf que moi, Coralie, je vais vers elle en lui disant bonjour Coralie, on ne se connaît pas, hein. J'ai 3 jours de présence, j'avais 2 semaines de formation à Paris et à Lyon. J'ai dit on peut se parler s'il vous plaît? Puis alors Coralie, quoi? Oui, j'aimerais bien qu'on se parle 2 petites secondes. Non, si. Mais devant les copains, parce que moi la voix qui fait, je veux lui parler, je veux lui parler, je veux lui parler. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez venir avec moi dans mon bureau? Je me suis dit, elle va me prendre pour un psychopathe ou un tordu, un obsédé sexuel, on va savoir, un mélange de tout ça. Sauf que quand je vais arriver dans le bureau, là où j'officie, alors j'ai tout de suite Coralie qui se met contre le mur, tu sais, en mode défense, avec le pied qui fait ça, tu sais, sur le mur, je la comprends, moi je me mets à distance. Bon, et là, je vais lui dire la phrase suivante. Je vais dire, Coralie, on ne se connaît pas bien, et je pense que derrière ce que je vais vous dire, je peux préparer mes affaires et partir et signer ma lettre de démission. Enfin, je vais vous signer comme quoi on arrête le contrat là, parce que j'étais en période d'essai. Elle est surprise, et je lui dis, bon, écoutez, on ne va pas y aller par 4 chemins, de toute façon, je suis viré. Il y a votre maman qui me dit de vous dire qu'il faut arrêter d'avoir peur de passer devant l'église dans laquelle vous passez devant, parce qu'elle a été enterrée là, elle est morte d'un cancer, visiblement, et quand vous passez devant, il y a hors de question que vous mettiez les pieds dans une église, et encore moins dans celle-ci, parce que c'est là où elle a été enterrée. Elle va me dire, mais comment vous savez ça, avec la voix qui tremble et avec les yeux qui se chargent d'eau? Je dis, je ne le sais pas, je ne vous connais pas et vous le savez.
mais votre maman est avec moi et depuis le début, elle m'a demandé de vous parler. Elle veut que vous envisagiez le fait de rentrer dans une église pour vous marier, ce qui n'est pas concevable à vos yeux. Au regard du vécu, de l'enterrement, vous avez été marqué. Et tout sera confirmé par Coralie. Et après, on fera une séance, elle et moi, de 45 minutes, où je ne comprendrai pas ce qui va se passer. On ne va pas manger, elle et moi, on va aller se mettre dans un coin, et puis je vais lui passer des messages. Comme je travaille dans une résidence pour seniors, ça va finir par se savoir. Coralie va parler à ses collègues vont m'en parler, je vais le faire avec elle. Mais à un moment donné, on va me demander de faire la même chose avec des seniors. Mais je ne veux pas, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un fasse un infarctus. Bah oui, quelqu'un peut être fragilisé, donc je n'ai pas envie de ça, mais ça va démarrer comme ça. Et depuis, le don s'est amélioré, la capacité a grandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable toujours de parler à des défunts avec un prénom, un lien. Exemple, j'aimerais parler à ma maman ou à mon papa Bernard, dans l'exemple que je donne toujours. Je ne comprends pas comment ça marche. Je peux faire des gestes, des mouvements, des postures. Je peux avoir des larmes, des fous rires, qui sont les leurs. J'ai développé notre capacité quelques temps plus tard, la voyance, le futur, comme vous le voyez, mais voyance, ça va de soi, mais la voyance, on peut faire ce qu'on appelle de la rétrocognition, rétrospective, rétro, c'est le passé, je peux voir le passé. Vous allez me dire à quoi ça sert? Quand je dis à quelqu'un, il y a eu un trauma de vie quand tu avais 8-9 ans, je ne sais pas de quoi il est fait à aujourd'hui ce trauma de vie, mais à 8-9 ans, ou il y a 8-9 ans en arrière, il y a eu un truc qui t'a bloqué. Et c'est là où il y a un début de problème. Et puis après, il y a 2 ans, et comme je le dis souvent, j'adore cette fonction-là. J'ai développé ce qu'on appelle une capacité que j'ai appelée moi le profilage. Il faut bien lui donner un nom, je ne savais pas comment faire. Le profilage, c'est ma capacité, vous me donnez un prénom de quelqu'un de vivant, qui fait partie de votre entourage, un collègue, un compagnon, une compagne, peu importe. Eh bien, je suis capable de donner avec le prénom qui elle est, c'est-à-dire si elle est vraiment... si ce n'est pas une manipulatrice, elle est bien intentionnée, si c'est quelqu'un d'authentique, si c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Et on se sert de ça, notamment, par exemple, dans les recrutements, les ressources humaines, à capacité égale, est-ce que la personne est corporate ou pas. J'ai également aidé des gens, et ça a été vu sur les réseaux sociaux, quand je fais du profilage, à chaque fois c'est dans le 1000, c'est un truc de malade. Et j'ai même évité, j'en parle peu, mais là je profite de la caméra pour que les gens l'entendent aussi. J'ai eu la chance, je commence à le dire, d'aider un gendarme féminin du côté de Nîmes qui m'avait consulté au départ au décès de son compagnon gendarme lui-même. Je l'ai mis en contact avec elle. Avec lui, en fait, elle m'a contacté parce que dans un profilage, il fallait que je l'aide. Un homme était accusé d'un viol par une femme, évidemment, et cet homme n'avait rien fait. Et je vais dire que cette femme a menti, et on va ils vont réorienter l'enquête en fonction du profil psychologique que j'ai décrit, et en fait, on va éviter qu'une erreur judiciaire soit commise. Cet homme n'avait rien fait. Et ça sert à ça. Et aujourd'hui, je travaille, par exemple, avec des avocats, je travaille dans certains dossiers sensibles. Je suis embarqué dans des dossiers à plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, quand il y a des gros enjeux. Qui ment? Qui dit la vérité? Comment est-ce que lui, je vais l'aborder? Je fais ça aujourd'hui. Et j'ai collaboré aussi avec des psychologues au Canada, quand il n'arrivait pas, ces psychologues qui m'avaient consulté à titre personnel, par exemple, de soulager quelqu'un d'un deuil. Bien, il leur arrive régulièrement de me contacter au Canada parce que j'ai vécu 4 ans et demi là-bas, donc j'ai des antennes que je continue à déployer. Voilà aujourd'hui où j'en suis pour être devant vous, pour pratiquer un petit peu ce don. Encore une fois, je répète, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est spontané. C'est spontané à quel point, comme je le disais dans les autres conférences, pour rien vous cacher, en venant du Panama, j'ai oublié d'acheter des ceintures, donc je rentre dans un commerce. La dame va me demander sur la facture mon nom, qu'est-ce que je fais dans ma vie, comme ça, par curiosité. Je vais lui dire que je suis médium. Et puis, de fil en aiguille, on va discuter. Elle voudra parler à son frère qui est décédé 3 semaines plus tôt. 3 semaines ou 3 mois, l'un des deux, mais en tout cas, c'est par là. Et il s'appelle Sylvain, ça c'est sûr. Ça m'a marqué parce que je vais tout de suite lui faire le geste qu'il lui faisait quand il lui parlait. Je vais lui raconter comment il est décédé et puis quel rapport il a aujourd'hui avec son père. Les rapports qu'ils ont intrafamiliaux, donc ça s'est fait en quelques secondes. Voilà, et c'est mon don s'allume, c'est quand je le désire, c'est on-off, je ne suis pas embêté, je ne suis jamais dérangé, la nuit personne ne me dérange, je vais faire des conférences comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu via les réseaux, vous avez vu la liste qui a déjà été faite, mes seuls jours de repos seront demain, pour ne rien vous cacher, j'aurais fait 11 conférences, j'aurais eu en face de moi avec vous inclus bien évidemment près de 350 personnes, je ne suis pas fatigué et 100% des gens ont eu un message. Sauf à Valenciennes où 2 personnes n'ont pas pu parce qu'elles sont parties plus tôt que prévu, parce que la conférence a duré un peu. Mais 100% des personnes et participants ont eu les messages et vous avez pu voir également que la première conférence que j'ai faite à Meaux était présente dans l'assistance une infirmière psychologue depuis 20 ans, psychiatre, qui travaille dans la psychiatrie,
et qui a dit clairement qu'elle a essayé pendant les 5 heures d'essayer de me piéger. Elle n'y est pas arrivée et elle a terminé, c'est une vidéo qui a été vue plus de 6000 fois, elle a dit simplement « je ne comprends pas comment ça se passe, mais c'est la réalité ». Et pendant 5 heures, elle a essayé tout. Moi j'ai adoré, c'est ce qu'il fallait. À Thionville, en face de moi, j'avais quelqu'un qui était un officier, je crois, psychologue en gendarmerie, en fait, qui aidait, par exemple, ses collègues quand il y avait des drames, quand ils assistaient à des choses pas sympas, les gendarmes, et des victimes d'ailleurs, des victimes d'agression. C'est elle qui les aidait, par exemple. Elle était présente dans l'Assemblée, et en fait, elle a expliqué les phases de deuil, etc., etc. Donc, c'est ça que j'ai aimé, c'est d'associer d'un côté... pourquoi opposer la science avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Pourquoi les opposer? C'est d'un ridicule absolu. Et je répète encore une fois, et c'était pas... Vous avez aussi des témoignages à Mons, et j'ai vécu la même chose en France. Je crois, Thionville, la personne n'y croyait pas du tout, et j'ai rendu hommage à ces gens-là qui ont témoigné. Enfin, après, il y a des gens qui, leur famille, dit j'étais là, c'est vraiment ce qui s'est produit. Ils n'y croient pas. Et puis c'est des gens qui finissent en larmes, et je ne suis pas là pour les faire finir en larmes. Ils finissent en larmes parce que ça vient les toucher. Ce que j'ai dit, je ne peux pas l'inventer. Donc c'est ce qu'on va vivre là, dans ce moment-là, encore une fois, ici. Je suis là pour vous filer un coup de main. Alors si jamais, je le précise aussi, parce qu'à Mons, par exemple, j'ai une jeune fille qui a 25 ans à peu près, qui a voulu un message de son grand-père. Elle l'a reçu, le message, à tel point qu'il était tellement puissant qu'elle s'est mise à saigner du nez, elle a fait une poussée de tension dans la salle, devant tout le monde. Et puis à Meaux, j'ai quelqu'un qui a fait un malaise, qui a fait une hypotension. Il y avait une infirmière dans l'Assemblée, parce que l'émotion était forte. Voilà, ça c'est des choses que j'ai vécues. Hein. C'est pour ça que je dis le message. Alors sachez aussi que c'est bienveillant, c'est pas bisounours pour autant. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose à vous dire, parce que vous ne déployez pas vos ailes, vous ne faites pas les choses comme ils voudraient qu'il se soit fait, je peux vous assurer qu'il y a des gens, il y a Romain, il y a Françoise qui étaient présents à Compiègne. Vous l'avez entendu, hein, je ne m'appuie pas sur vous, mais je profite de votre présence. Et je pense que si vous revenez de Compiègne ici à Noyon, ce n'est pas pour le fun. C'est qu'il s'est passé des choses, hein, vous avez été témoin de ça, donc ça peut bousculer. Hein. Je me souviens de cette dame qui veut parler à son mari à Compiègne, et en fait c'est sa mère qui voudra lui parler, mais elle veut pas parler à sa mère, qu'il s'est passé des choses. Ils vont s'engueuler, hein. Ils vont s'engueuler, mais derrière cette dame va m'envoyer un message en disant ça fait 30 ans que j'attendais ça. Il n'y a pas de délai, hein. Je peux parler à quelqu'un qui est parti il y a quelques heures, c'est arrivé à Arras. La personne était partie 7 heures auparavant, et j'ai retrouvé la maman hier. De cette dame, c'était sa mère à elle en fait, qui a témoigné devant tout le monde de ce qui s'était produit. Voilà pour vous expliquer. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre, avant qu'on bascule dans ce que je sais faire? Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut être sur la médiumnité, ça peut être sur... Oui? Vous entendez ce que je vois, vous voyez jamais de... Alors c'est une bonne question. J'entends des voix, mais j'ai également leurs émotions. C'est pour ça que je peux avoir le rire, le fou rire. Mais je fais aussi, je peux faire leurs gestes, ça va loin. Je peux faire les postures. Mais par contre, j'ai refusé de les voir. Je les ai déjà vus. J'ai eu peur, parce que ce que j'ai vu ne m'a pas plu. C'est notamment les yeux qui m'ont marqué. C'est vide, c'est des regards vides. C'est compliqué à décrire tant qu'on n'a pas vu. Et ça, je leur ai dit un jour, je ne veux plus vous voir. Si c'est pour avoir peur, on arrête ça tout de suite. Hein. Parce que j'ai eu la trouille. Aujourd'hui, je veux accompagner ma petite fille Noémie, 12 ans au moment où je vous parle, parce qu'elle commence à les voir déjà depuis à peu près, je crois, une année par là. Donc je veux l'accompagner. J'ai fait une demande au 1er janvier. On fait tous des vœux d'arrêter de fumer, moi je ne fume pas, donc j'ai demandé tout simplement si je pouvais revoir justement les défunts, mais je ne veux pas avoir la trouille. Donc ce qui fait que des fois je rassure ma petite fille, parce qu'elle a peur. Hein. Vous savez, quand vous retrouvez votre petite fille au pied de votre lit à 2h du matin, figée face à vous, parce qu'elle n'ose pas vous réveiller, parce qu'elle a vu des fantômes, c'est dangereux pour elle et pour moi, parce que moi mon réflexe a été de dire c'est quoi ce truc-là, parce qu'elle avait en plus, vous savez, son téléphone cellulaire avec sa lumière qu'on a tous sur nos téléphones, qui l'éclairait de façon fantôme, donc ça a failli partir, ça a failli y aller, quoi. Mais ça c'est la petite anecdote, mais je peux vous dire que voilà, je veux accompagner ma petite parce que je n'ai pas envie qu'elle ait peur de ça, parce que si demain elle développe une capacité, c'est là pour aider. Ce qu'elle en fera, ce qu'elle en fera pas, elle développera pas, mais je ne sais pas ce qu'elle en fera, mais je ne suis pas là pour la freiner. Il y a beaucoup d'enfants qui sont freinés aujourd'hui socialement. Oh, arrête avec tes amis imaginaires, ils ne le sont pas tant que ça. Il peut y avoir un ami imaginaire, évidemment.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, doucement, je les revois. Et là où je suis content, parce qu'avec ma fille, c'est arrivé il y a quelque temps, dans l'escalier de notre maison, ma fille et moi, on s'est regardé, on a regardé dans le même endroit. J'ai dit, tu vois quoi? Elle me dit, c'est là. Elle m'a situé l'endroit précisément où j'avais vu, je voyais la chose. Et elle me dit, elle est comme ça, la dame. C'était une dame, oui. Elle a fait, voilà. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez me voir, pour ceux qui me suivent, de plus en plus, j'ai tendance à vouloir me retourner quand je fais un live, c'est parce que je vois passer des gens. Voilà, donc ça arrive, ça arrive. Mais c'est pas agressif, hein, il n'y a jamais rien de mal. Il ne faut pas avoir peur de cet univers-là. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit et en fait, j'ai jamais été agressé. Voilà, dans les grandes lignes, personnellement. Alors pour vous donner un ordre d'idée, et après on démarre promis, à l'heure où je vous parle, j'ai plus de 900 directs sur les réseaux sociaux, des directs depuis 5 ans qui réunissent en moyenne aujourd'hui entre 120 et 150 personnes parce que je veux pas sponsoriser. Parce que quand je sponsorise, la seule fois où on l'a fait, on était 554, je me souviens bien du chiffre. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas les messages en une demi-heure, tu peux pas, déjà 150, bah tu n'y arrives pas. Et puis derrière ça en fait, derrière ces lives, en fait, il y a eu plus de 17 000 mises en contact défunts, entre 16 et 17 000. Je fais des lives animaliers aussi, une fois par mois, je fais des contacts animaux et ça, vous êtes très nombreux à y assister, on frôle les 200 à chaque fois. Alors bien évidemment, je ne vais pas me mettre à hennir si je parle un cheval, hein, c'est ce que je dis souvent. J'ai parlé un furet, je ne vais pas mettre non plus, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais le cheval, par exemple, et je pense à ça parce que ça a été quelque chose de fantastique à vivre du côté de la médiumnité humain que je suis. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille qui est en train de perdre son cheval, la maman est à côté, elle raconte l'histoire. Hein, et le cheval va me raconter la chose en présence de la maman et de la cavalière qui a 17 ans. Et en fait, elle va tenir le cheval dans l'encolure, mais le cheval est dans le coma. Je précise. Et donc, je vais faire le geste qu'elle a fait au niveau de l'encolure. Bon, vous allez me dire, il y a toutes les chances que ça se passe par là. Bah oui, je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, mais le détail qui va faire toute la différence, c'est que le cheval, il faut l'euthanasier, le vétérinaire est avec eux, et c'est la fille qui va demander l'autorisation d'euthanasier le cheval. Et le cheval va lui dire, tu m'as fait l'injection, c'est toi qui me l'as fait. Et la piqûre a été faite par cette jeune fille de 17 ans. Ça, moi, Eric, j'y étais pas. L'encolure, oui, tout le monde... Ce furet qui va me raconter ce qu'il fait, il a pour habitude, ce furet qui est mort, c'est au Canada. Le furet, en fait, il est domestiqué. Donc il vit avec des chiens, des gros chiens. Et en fait, lui, il est perfide, ce furet. Parce qu'en fait, il attend que ses copains chiens, ils dorment. Ils sont sur le canapé. Lui, il se met sur le dos du canapé. Il passe à hauteur du canapé, puis il leur met une mandale, comme ça, à chaque chien. Puis une fois qu'il a fait ça, il est content. Il se fait courser par les chiens. Et c'est son jeu, à ce que le furet ne se fasse pas gauler par les chiens. Ça le fait marrer. Tex Avery. Et le furet, et la femme va me dire, cette dame va me dire, mais c'est impressionnant, c'est ce que fait mon furet, quoi. Donc vous voyez, donc ça c'est les lives animaliers, après des lives bien évidemment profilage. Alors j'ai eu la chance après de participer à des émissions, on ne vous demande pas d'y croire une fois avec Philippe Ferrer, ça c'était 2023 je crois, j'ai participé à différentes émissions de Curious Anima que je salue au passage, donc Didier Santiago qui a une boutique aussi en ligne, je fais sa pub parce que c'est un mec bien et on ne trouve pas n'importe quoi chez lui. Hein. Et bien derrière ça, avec Didier Santiago, Curious Anima, j'ai fait 23-24 émissions au moment où je vous parle. Le cumul fait qu'en 2024, j'ai été vu au moment où je vous parle, j'ai fait les derniers calculs, on est aux environs de 430 000 fois. Voilà, sur l'année 2024, je ne suis pas une rockstar, hein, il y a des gens qui font bien plus, et puis moi, même si j'ai été vu 1000 fois, si on fait du bien, ça me va très bien. Voilà, donc l'idée, il n'y a pas de vanité derrière ça, c'est juste pour vous situer un petit peu le truc, parce que voilà, moi, c'est pas le plus important, mais je donne l'élément. Voilà, et puis aujourd'hui c'est ça, donc merci de m'accueillir dans votre ville, à Noyon, ville que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois j'ai un vécu dans la région, et puis ce sera un plaisir de vous partager tous ces moments-là dans ce qu'on va vivre ensemble. Donc on va faire de l'humain, je précise. L'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y aura des histoires de vie, donc tout ce que je vous demande, c'est d'être bien évidemment dans le respect. De toute façon, vous allez voir, j'ai même pas besoin de vous le dire. On va tous partager quelque chose ici, c'est qu'on a tous perdu quelqu'un. Ça c'est le point commun, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge de notre vie, de la mienne, de la vôtre. J'ai perdu du monde comme tout à chacun, j'en ai parlé tout à l'heure, mon beau-père, mais pas que. Mon frère en 2022. D'ailleurs, je prends l'avion quand il s'est envolé. La date, c'est étrange. Hein. C'est le 17 décembre. C'était le 17 décembre, comme moi je m'envole pour le Panama le 17 décembre. Le hasard de la vie, certainement. Et puis, donc voilà, donc je suis là pour vous partager tout ça. Et puis, encore une fois, on est là pour filer un coup de main. Donc ce sera, comment ça va fonctionner
le défunt va d'abord se présenter à vous pour que vous puissiez l'identifier. Donc il faut que vous me donniez le prénom de quelqu'un, le prénom et son lien. Exemple, j'aimerais parler à mon papa Bernard. Moi, je vais laisser la magie opérer. Derrière, je ne fais rien d'autre, je ne sais pas ce que je vais dire. Vous savez savoir ce que vous allez entendre. Donc derrière, il faut toujours penser à une seule personne. Ne pensez pas à 2 personnes dans votre tête, parce que c'est arrivé à Compiègne, c'est arrivé ailleurs. C'est que vous pensez à Jean, puis vous allez me dire Pierre à la dernière minute, bah, c'est Jean qui va débouler. Parfois, il y a aussi des défunts, on l'avait vu avec cette dame, qui veut parler à son père, c'est sa mère qui va le faire. Son père sera là, mais elle va lui passer quand même un message, parce qu'il fallait qu'il se réconcilie. Parce que des fois dans votre vie comme dans la mienne, je peux également vous dire autre chose, pardon. Je peux être amené à vous prendre dans les bras. On fera attention juste parce que j'ai un micro, il faudra que j'y pense. Mais parce que parfois on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Donc par mon intermédiaire, avec votre accord évidemment, j'impose rien, ils vont peut-être vous demander de le faire. Ou parfois, on a merdé avec l'un des nôtres, ils ont merdé avec nous, on est parti fâchés. Et puis à partir de là, eh bien, il faut savoir que ils seront là pour nous filer un coup de main. Donc si je vous prends dans mes bras, c'est parce qu'ils demandent. Et je demanderai toujours votre autorisation avant de le faire, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les conférences. Et je ne sais pas pourquoi quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Je laisse faire les choses, ni plus ni moins. Homme, femme, c'est pas le débat. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous donne cette information. Avez-vous des questions? Non, c'est bon? Oui. Ouais. Et si on ne sait pas quel défunt on veut entendre? Alors, on va faire un défunt par personne parce que vous êtes 35. Si on fait, alors j'explique tout simplement, parce que si vous êtes 3 défunts, faites au calcul, ça va être une centaine. Donc là, ils vont me détester à l'accueil, à la réception. Est-ce que le défunt, lui, ne peut pas choisir de venir? Alors, généralement, Alors que nous, on choisisse. Vaut mieux choisir, c'est des raisons de sécurité pour moi, parce que vous allez identifier la personne. Si vous ne savez pas, vous me donnez les prénoms. Alors vous ne faites pas, je l'ai vécu, vous ne faites pas une liste de 10 personnes, hein, on vous résume à 2-3, mais c'est moi qui vous dirai, voilà, il y a un tel qui est là, je le sens, moi je le sens. Pourquoi, comment? Voilà, ça je peux le faire à votre place, si vous avez un doute, je peux le faire. Tout en sachant que l'autre peut intervenir quand même. C'est déjà arrivé. Poser une question. Bien sûr. Moi je suis entré en contact avec un défunt il y a une quinzaine d'années, sans avoir eu l'occasion de demander. Et j'ai voulu revoir le médium, enfin la médium à cette époque-là, qui m'avait dit plein de choses. Et elle m'a dit, c'était mon père, vous ne pourrez pas le recontacter, dialoguer avec, parce qu'il s'est incarné. Désincarné. Et si vous voulez entrer en contact avec lui, lisez Victor Hugo. Je n'ai jamais voulu lire Victor Hugo. Et c'est quoi la question? Quel est ton prénom? La question... Ton prénom, quel est ton prénom? Luc. Luc, quelle est Ma question, c'est pourquoi je ne pouvais pas rentrer si peu de temps après en contact avec mon père pour lui dire que ce qu'il m'avait annoncé, c'était réellement passé. Départ à l'étranger, éloignement de la famille. Alors, mon fils Romain qui est là, je ne le verrai pas pendant un grand nombre d'années. Séparé par une grande étendue d'eau, je me suis retrouvé en Suède du jour au lendemain. Et après, ça a été fini. Alors généralement, ils peuvent également... Alors il y a 2 cas de figure sans jouer les profs. Encore une fois, c'est un échange. Hein. Je ne connais pas tout. On est bien d'accord? Moi, je joue toujours cette carte-là parce que c'est la mienne. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien de cet univers. Pour répondre très clairement, les seules fois où on peut ne pas être amené à rentrer en contact avec quelqu'un, c'est dans le cas d'une réincarnation. Mon frère s'est réincarné quelques jours après son départ. Je passe les détails, je vous la fais courte. Je ne peux pas rentrer en contact avec quelqu'un de réincarné. Et les médiums vous le diront. Quelqu'un de réincarné, on ne peut pas. Après, très souvent, regardez un peu ce qui s'est produit aussi avec Pépé Tony, c'est qu'à un moment donné, il m'a donné des informations jusqu'à ne plus m'en donner. Donc, on a aussi notre chemin à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le danger de ça, c'est toujours, il deviendrait notre gourou à ce moment-là, on les consulterait, et donc ça, on perd notre libre arbitre de faire, de ne pas faire, refaire, défaire. Donc à un moment donné, ils veulent aussi qu'on fasse notre chemin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sur le chemin, mais par contre, ils vont le baliser, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir à un moment précis de notre vie, si toutefois c'est nécessaire. Autre dernier point aussi que j'ai déjà remarqué, quand on attend trop quelque chose d'eux, ils ne viennent pas. Parce ils ne veulent pas qu'on fasse naître une forme de, pardon de le dire ainsi, de dépendance, si vous voulez. Moi, mon arrière-grand-père, des fois, il me dit « Rick, je ne vais pas te répondre, tu vas le faire. » Ou alors, des fois, il va me dire « Il faut attendre des interactions. » C'est-à-dire, j'ai planté une graine, il faut regarder ce qu'elle va donner, ce que lui, il appelle là-haut des interactions. Alors, donc, là, le problème que j'ai, il y a 2 ans, j'ai eu un cancer.
Et le chirurgien, après l'opération, est venu me voir. Il m'a dit, c'était qui tout double? Et au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est là et j'aimerais savoir qui c'est, si c'est un grand-père, une grand-mère. On regardera ça en temps utile au moment du passage, quand on regardera. C'est mes questions. On regardera ça. Alors ça, il faudra me donner quelques prénoms. C'est là que je pourrais dire c'est un tel. De la même manière, je sais qui est ange gardien ou pas. C'est pas présomptueux, je le sens, c'est comme ça. Et puis généralement, les gens confirment en fonction de leur vécu avec la personne. Parce que souvent, nos anges gardiens, ce sont des êtres chers qu'on a connus. Alors, pas toujours, mon cas, c'est 1954, décès de mon arrière-grand-père, mais l'immense majorité des cas, ce sont des gens qu'on a connus ou qu'on a croisés. C'est l'immense majorité, je répète, l'immense majorité des cas. Autre question avant qu'on démarre? Oui? Là, on est toutes les deux pour la même personne. Pas de problème, vous allez avoir des messages différents. Qu'a vécu à Valenciennes, en fonction de la relation que vous avez établie, avec la personne. Parce que je peux très bien m'entendre avec mon père, mais mon frère peut très bien ne pas s'entendre avec lui. Vous voyez, donc ce sera vraiment ciblé, de toute façon, vous aurez l'occasion de le voir. Ok? Autre question? J'ai été bon alors. Allez, on va démarrer. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez sûrement, je pense que je tire de mes capacités, je les tire de là d'un petit accessoire, en fait, je vais dire, qui est là. C'est pas ma boîte de chocolat, ça c'est un cadeau. On coupera au montage. C'est ce chapeau, comme mon arrière-grand-père m'a toujours dit, je veux que tu fasses tes lives avec ce chapeau. Et je pense que comme je le fais souvent, c'est lui qui m'a donné la connexion céleste. Je parle le chapeau, donc là la connexion est établie, ça va faire tit, 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 voilà, c'est fait. Et en fait, je pense que c'est à partir de là que lui va me donner cette connexion. Non, c'est mon arrière-grand-père qui m'a dit, Eric, je veux que tu portes un chapeau parce que ça va te permettre de te démarquer à la manière de Madame de Fontenay. C'est ce qu'il m'a donné à l'époque, je vous jure que c'est vrai, 2019. Et aujourd'hui, on m'appelle le médium au chapeau et j'en joue sur la silhouette un petit peu quand je fais des présentations au niveau de du marketing, quand je présente des choses, en fait, parce qu'en plus j'aime ça. Et donc voilà. Juste avant de démarrer, j'aime surtout citer les défunts. J'ai une chance énorme, c'est qu'ils nous donnent des phrases magiques, incroyablement magiques, quand ils vont partir. Et j'ai le cas d'un défunt ils m'ont donné des phrases, 550 et quelques aujourd'hui, que je suis en train de répertorier pour en faire un livre. C'est des phrases, et je commence toujours ces moments d'échange, de conférence, par l'une d'elles. Un défunt m'a dit un jour, tu m'as enterré, mais qui t'a dit que j'étais mort? La deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est la mort aura toujours le dernier mot, mais jamais le mot de la fin. Et le troisième, ça a été, il n'y a pas de mauvais jour pour décéder, puisqu'il lui en faut bien un pour renaître. Moi, je pars toujours de ces phrases-là, toujours, parce que ça résume un petit peu ce qu'on va vivre, on va partager ensemble, tout simplement. Ça marche ?